il a fait le truc, hein. Magnifique, il l'a fait le truc. Recule au bouchon. Celui-là, il est fabuleux. Celui-là, il est fabuleux. Et Laurent, voyons. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Devant de Boule, le podcast qui parle de la pétanque comme un sport et qui se fait plaisir à vous aborder tous les sujets principaux du sport pétanque. Donc, comme d'habitude, dans ce nouvel épisode, on a nos sympathiques chroniqueurs. On va commencer par Thierry. Salut Thierry, comment ça va? Salut Étienne, impeccable. Ça va très bien. Et salut à Franck. Et salut Franck également, bienvenue à toi, comment ça va aussi à ton tour? Salut les gars, salut Étienne, salut Thierry. Bah écoute, ça va très bien. Écoute, on arrive bientôt à la fin de la semaine, donc c'est impeccable. On a regardé un petit peu la pétanque de loin, donc on a vu des belles choses et des morts d'autres. Oui, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, juste avant de vous présenter donc tout le sommaire de l'émission, on va quand même accueillir notre invité. Merci d'être venu parmi nous. D'ailleurs, ça est venu de lui qui a demandé à venir parce qu'il écoutait les épisodes. Donc, on le remercie déjà de nous écouter avant et d'être avec nous là, cette fois pour en parler. Donc, bienvenue à Laurent Vessière, vice-président de la fédération. On fera le détail des fonctions tout à l'heure quand on fera la présentation juste après. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir. Bonjour Laurent. Bonjour. Ouais. Eh ben, c'est un grand plaisir. Donc, pour le programme de toute l'émission, on va donc faire un petit tour de la présentation donc de l'invité. On va le présenter un peu plus dans le détail. On fera un petit tour sur l'actualité avec les résultats récents, quelques résultats qui sont tombés. Il y en a beaucoup, donc on fera le tour des principaux avec tous vos commentaires vis-à-vis de ça. Et puis, on passera sur notre grand débat qui va parler surtout autour des fonctions, des responsabilités de Laurent. Donc, je vais détailler dans quelques instants. Donc, voilà. Est-ce que ça vous va, les gars? Très bien. Impeccable. Alors, c'est parti. Alors, pour Laurent Vessière, donc vice-président de la Fédération française de pétanque en charge du pôle sportif, il est au comité directeur avec un mandat depuis 2021 à côté de Michel Robert, Véronique Bajolet, Michel Poggi et Didier Schmitt, les autres vice-présidents. Et si c'est Monsieur Lebot, le président de la fédération. Il a la tête du pôle sportif, il a plusieurs commissions sous son égide. On va en parler plusieurs. On va essayer de faire un peu le tour de toutes les commissions, mais ça va pas aider, ça durerait des heures et des heures, je pense. Les commissions compétition, la commission championnat des clubs, les commissions nationaux, supra-inter et événementielles. Il y a aussi le statut du sport santé. Il y a aussi la commission de l'arbitrage et des jeunes. Voilà, j'ai dû faire à peu près le tour. Il est au comité directeur donc, de la fédération depuis 2018. Il a représenté en 2019, il a représenté la FFPJP auprès de la FFSE, donc qui est le sport en entreprise. Il a participé aux assises du sport et entreprise en lien avec le CNOSF également. Je pense que c'était aussi en lien avec les options pour peut-être voir la pétanque au JO. Et donc, en septembre 2021, il a porté avec la commission classification, je parle trop vite, un projet de création d'un statut non classé pour les licenciés n'ayant pas marqué de points. Et en novembre 2021, il représentait la fédération pour les événements grand public tels que le Pétanque Tour, dont on avait parlé et que tu avais fait, Thierry, dit que c'était une très bonne chose à venir les coups. C'est peut-être ça qui l'a attiré à venir nous voir d'ailleurs. Peut-être. Donc, toutes ces compétences, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que j'ai fait le tour, Laurent? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les compétences? Oh non, c'est parfait, c'est déjà un bel aperçu, oui, tout à fait. Donc, j'espère que j'ai fait le petit tour. Donc, on viendra en détail et on parlera de toutes cette chose. Je pense que les gars ont tous prévu quelques questions, quelques éléments par rapport à tout ça. Ouais, et juste avant, Laurent, parce que on parle de tout ton statut et tout ça, et après, en tant que joueur de pétanque, t'es licencié dans un club, Ah oui, bah évidemment, de toute façon. Oui, non, mais je demande. Obligé d'être licencié. Je me doute bien, mais bon, dans quel club? Alors moi je suis alors c'est vrai que mon accent est trompeur parce qu'on pourrait penser que je suis licencié dans le Sud-Ouest, mais ça c'était à mes origines. Mais bon, je suis arrivé sur la région parisienne depuis 1993
Ah oui, effectivement, c'est pas l'accent parisien. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Et donc, ça fait donc plus de 30 ans là que je suis en région parisienne et donc je suis licencié à un club qui est très connu parce que c'est un des plus grands clubs d'Île-de-France. Je suis licencié à Issy-les-Moulineaux, Ah oui, d'accord. le PCIM, et donc où j'ai été 25 ans au bureau et 15 ans président. Donc, On va les avoir de nouveau dans notre ancienne C, hein. ouais, oui, il remonte à un CNC1, tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, c'est un club, oui, qui est très connu, ouais. Donc, comme on dit, un jour ou l'autre, vous jouerez au PCIM. Comme on dit au PCIM, c'est vrai qu'on a vu passer tous les meilleurs joueurs D'accord. de notre club qui est vraiment très important, ouais. D'accord, on va les avoir dans notre groupe, ouais, au mois d'octobre. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il avait un joueur qui est toujours resté, c'était Vincent Nervosi, qui doit y être encore. Oui, bien sûr, Vincent, il est toujours fidèle. Ouais, ça fait partie un peu peut-être de ta génération, Thierry. Ouais. Et Vincent est toujours là, bien sûr. Ouais. Et puis bon, on a eu pendant très longtemps aussi un qui maintenant qui est chez vous, c'était Sébastien Rousseau, pendant qu'on a eu pendant plus de 15 ans. ok. Il a Simon, ouais. Donc, on va reparler. Eh ben, c'est bien, tu me fais l'enchaînement parfait pour Sébastien Rousseau. Je vais faire l'actu un peu dans le désordre. La dernière actu qu'on a eue, c'est le Masters qui a démarré. La première étape qui a été remportée par le Madagascar et la deuxième, justement, hier par l'équipe Riviera avec Sébastien Rousseau, Myron Modino et Michel Achadourian. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ces premières étapes des Masters? Je sais pas qui veut démarrer. J'ai regardé la première étape quand les Malgaches ont gagné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là. Bon, bah, les Malgaches, il n'y a rien à dire, ça joue bien. Puis là, j'ai pas regardé beaucoup Rousseau, j'ai regardé les quarts de finale. Une partie des quarts de finale, c'est tout. Voilà. Ouais, moi, j'ai regardé la finale un peu hier soir. Alors, c'est vrai, Oui. ça fait bizarre parce que Sébastien qui était pointeur de tête, donc c'est vrai qu'il va C'est ça. souvent Curieux, quoi. dans le cours de l'année. Mais bon, quand on voit avec qui il joue, c'est vrai que bon, il faut bien. C'est le tireur numéro 3, quoi. C'est pas le pointeur numéro 1, quoi. C'est le tireur numéro 1. Ouais, vu l'équipe, tu sais pas trop qui faire pointer. Et bah, là, oui, d'ailleurs, ils peuvent tourner dans tous les sens. Bon, après, le terrain est un peu particulier parce qu'il jouait dans des arènes. Donc, c'est quand même assez très roulant, quoi. C'est pas des jeux qu'on a l'habitude de voir, mais bon, ils se sont bien adaptés et puis c'est vrai que ça a bien joué, quoi. Quand on avait reçu Sébastien, d'ailleurs, sur un des épisodes précédents, que vous pouvez retrouver donc, sur toutes les plateformes et sur YouTube, Spotify et Deezer, toutes les plateformes, vous pouvez retrouver le podcast. Vous retrouvez l'épisode avec Sébastien Rousseau. On en avait parlé, je lui avais dit, je l'avais trouvé, moi, excellent en point sur plusieurs éléments comme ça et tout. On en avait parlé, j'avais dit, tu ne serais pas pointeur de temps en temps et tout. Je lui ai remis un petit message d'ailleurs sur les réseaux par rapport à ça, parce que là, il était pointeur, il a vraiment été excellent. Ça a été un des meilleurs pointeurs de l'étape en plus. Même si on sait que le terrain, c'était de la sablette, hein, c'était un sol d'arène, quoi. Après, pour moi, c'est pas trop une surprise, hein, qu'il soit pointeur. Il a quand même été champion de France tête à tête. Quand on sait, voilà, quand on fait le tête à tête, on est obligé aussi de bien pointer, hein. Il y a des boules très importantes à jouer, et on sait que Sébastien, c'est un phénomène au tir et c'est un phénomène aussi au point, hein. Il est capable de très très bien pointer, hein. Ah oui, il n'y a pas de rien. Ah oui, c'est un très bon pointeur, tout à fait. Et en plus, dans cette configuration-là, avec Michel Chadourian et Myron Bonino, les autres, il faut faire attention à pas trop bien pointer, parce que tu sais que tu peux prendre une main de 6 tirs. Enfin voilà, ça complique les affaires des adversaires aussi, hein. Ah ben oui, quand même. Tu réfléchis, oui. Non, et comme ça, ils peuvent jouer comme les Malgaches, pareil. Ils peuvent s'interchanger quand ils veulent. Tout à fait, ouais. C'est une bonne réflexion, Thierry, parce que moi, je peux te dire que ce week-end, j'ai suivi Valréas, là, c'était impressionnant, les parties qu'on a vues. C'était de la folie, hein, ouais. Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir, les rencontres entre les Malgaches, même qui ont quand même perdu, hein, même en demi-finale, mais c'est des parties de fou, quoi. Ils jouaient 11-12 boules de chaque côté, c'est de la folie, quoi. Puis, comme on dit, le tireur, il peut passer pointeur et inversement, où il peut tourner dans tous les sens, ça change pas le niveau, c'est vraiment exceptionnel. On l'a vu à la Marseillaise, hein. D'ailleurs, C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ah ben, pour enchaîner avec les Malgaches, voilà, ils nous l'ont montré à la Marseillaise où ils se sont imposés contre les Fifi et Jean-Claude Jouff, de retour en finale. Il faut le faire quand même 2 années de suite en finale. Donc, ouais, vous avez regardé aussi un petit peu la Marseillaise? ah bah oui, et le pointeur est passé tireur, hein. Tonnerre a pointé, et Ce que les Malgaches, ce que les Malgaches pouvaient faire, les deux Fifi ne pouvaient pas le faire. Mais par contre, Jean-Claude a été exceptionnel au ah oui, oui. Ah, Il y a trop bon pointé, ouais. Non, ouais, c'est un petit peu en dessous, les deux Philippe, parce que bon,
la partie a duré, mais si le milieu il tape la boule à 11-4, là, il y a 13-4. Ça veut- C'est fini. Ouais, Mais après, bon, ils ont un petit peu peut-être eu peur de gagner, mais après, ça a bien remonté. Mais c'est vrai que c'est dommage, ils ont un peu moins bien joué. Mais bon, vu le niveau qu'il fallait avoir, il faut pas trop perdre. Ouais. c'est ça. Philippe Quintet en quart avait été exceptionnel Ouais. et il a été un peu moins bon en finale. Ouais, il a manqué quelques boules au point. Un tir à 4, il manque. Enfin, ouais, voilà, bon, il y a eu des mains où ils n'ont Voilà. pas pu les prendre. Même Jacques Diouf. Bon, après, c'est un pointeur, c'est pas évident de tirer. Et un tir à 5, il manque aussi. Bon, après, ça, Oui, non, mais c'est des facile. Hein. c'est pas évident. Et puis Philippe aussi, là, il a pas non plus été transcendant, quoi. Voilà. C'est vrai. Il était le premier à le dire, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bon, ça, je pense qu'ils sont très, très lucides. Hein. Au niveau du petit tour des actualités et résultats, on a eu aussi les premiers championnats de France, donc le double mix pour Jessie Feltin avec j'ai oublié le nom de sa compte. Valérie Labrousse. Valérie Labrousse, voilà, excusez-moi. Voilà, donc est-ce que vous avez eu aussi ces débuts de championnat de France qui étaient malheureusement en pleine canicule, donc pour le public, il n'y avait personne parce que les tribunes ne sont pas ombragées et c'est vraiment très compliqué d'acquérir du public sur des événements comme ça. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais, c'est vrai que c'était un peu de chaleur à Chalon, et il faisait très chaud, et l'arbre le plus proche était très très loin, quoi. Non, mais c'est On a vrai. vu une Valérie Labrousse exceptionnelle que je connaissais peu et qui a été vraiment Ah exceptionnelle. ouais, mais tu sais que c'est son troisième titre de championne de France. Ouais, non, mais c'est une excellente joueuse. Hein. Ben, donc, Valérie Labrousse, que vous savez que c'est la mère de Lucas Desport. Oui. Mhm. Je l'ai appris aussi que je ne savais pas. Ah ouais? C'est que moi je le savais, mais elle est vraiment très forte. Elle envoie les boules, elle est capable de tirer. Non, c'est vraiment une très très forte joueuse. Hein. Ah ouais. Après, Jessie, bon, lui, on connaît son niveau de jeu de boule. Hein. Après, j'ai vu des belles parties. Là, j'ai vu Myron Bodino aussi. Là, qu'est-ce qu'il avait envoyé avant qu'il perde? Mais il a fait des parties. Lui, il est en Cannes en ce moment. Hein. À ce moment, ouais, il y a plein de bourrons. Oh là là, ce qu'il a envoyé. Et tu avais un truc original également, c'est 3 équipes du même club en quart de finale Oui. de Bergerac. Les 3 équipes de Dordogne, tout à fait, ouais, c'était exceptionnel aussi, ça, ouais. C'est, je pense, Ah, qu'on c'est verra, pas non ouais. plus- J'espère qu'à verra, mais ça va être rare. Hein. Là, c'est compliqué aussi. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, il y avait des jeux, il y a très longtemps, il y avait 2 équipes de même club en finale, de très longtemps, je crois, du temps de ces hommes courants-niques, à l'époque, c'était les mêmes clubs, ça remonte à 20 ans, ça, ouais. C'est déjà arrivé, mais c'est plus ancien. En demi-finale, il y a eu un triplet, l'équipe de l'Homme. C'est pas très très vieux et c'est C'est à Strasbourg. ouais, tu t'en souviens? Parce que je sais, c'est l'année ou l'année d'après, ou cette année-là où on a été champion de France de National 3 à Saint-Pierre-les-Elbeuf et on les a rencontrés justement, nous, en finale de la CNC. Et ils avaient perdu en demi-finale, club contre club, et ils avaient été en finale, ils ont perdu contre Lacroix, Rocher. Exact, à Strasbourg, ouais. Ouais. Et c'était deux équipes de l'Homme, Ouais. du Nord, là, ouais. Même club, ouais. À l'occasion de revenir donc sur le championnat triplette, c'est bien, vous me faites les enchaînements tout seuls, les mecs. Quoi qu'ils sont passés. Donc le championnat triplette, comme je viens de dire, les mecs, on va commencer par les femmes. Donc, est-ce que vous avez regardé aussi, bien sûr, c'est le championnat principal, hein, généralement, le championnat triplette. Est-ce que vous avez regardé tout ça? J'ai regardé les hommes. Alors, j'avais mis les favoris Lacroix, ils ont gagné. Bon, il n'y a pas eu de surprise. Ils ont été au-dessus du lot. À part en demi-finale, où ils auraient peut-être pu. Ouais, Denis, c'était plus accroché, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, Matraglia a super bien joué. Il fait aussi Ah oui, et c'est un joueur que je connaissais pas, mais vraiment, je l'avais déjà vu au championnat du Var tête à tête. Oh là là. Ouais, moi aussi, j'avais vu, c'était incroyable. Il avait un parcours de fou. Hein. Oui. Il avait battu un suivant Rizzi, Rocher et Puccinelli. Après, c'était quand même un sacré joueur parce qu'il a fait une perte énorme. Hein. Non, il fait une belle saison, là. Alors qu'au départ, c'est un joueur de Provençal. Après, ils ont perdu en finale. Ils ont perdu en finale du Provençal, ouais. Et donc, chez les femmes, c'est Mouna Béji, Nadège Bossian-Prota et Ludivine Disidoro qui se sont imposées du Rhône contre Cindy Perrault, Sandrine Poinceau et Anna Maillard. Ça reste encore à Caire en finale 2 années de suite pour l'équipe du Var. C'est dur de conclure, même si elles ont réussi à conclure à la Marseillaise après. Ouais, c'est vrai que la finale était bien tenue au départ par Cindy, puis elle a eu un petit coup malheureux, elle a tapé sa boule, elle a laissé 3 aux autres, et puis à partir de là, c'est complètement effondré, puis ça a permis
adversaires qui sont de très grande qualité, de venir et de revenir au score puis de s'imposer, quoi. Un petit mot là-dessus, les gars. Vous avez pas, non, Thierry, t'as dit que t'as pas vu. Franck, t'avais regardé les féminines? Si, moi j'ai regardé un petit peu, ouais, bah après on a vu comme chez les gars, on a vu un niveau de jeu quand même qui est vraiment sympa, hein, au niveau féminin, ça joue vraiment très très fort, hein. Après, bon, malheureusement, bon, c'est avec toute la polémique qu'il y a eu autour de Cindy, ben voilà, hein, encore, elle a perdu encore une finale. Après, il y a eu la polémique autour de Nadège. Bon, ben elle a gagné, pas sélectionnée. Enfin bon, moi j'ai vu du beau jeu voilà. En général, c'était vraiment sympa, vraiment beau jeu à voir. Et Cindy, comme je l'ai dit, elle s'est pris sa revanche sur la Marseillaise où elle s'est imposée en finale. Ça y est, elle a gagné la finale. En plus, elles étaient mal engagées avec Charlotte Darod. Contre Charlotte Darod, perdait 10-1 ou 10-2. C'était très compliqué. Et elles ont réussi à s'imposer à la fin quand même. Ah ouais. Et là, ça baisse, comme quoi. Ouais, là, t'as manqué 2 boules importantes, dommage, parce que je pense qu'au tournoi, ils auraient gagné facilement. Ouais. Et on aime bien Charlotte, mais c'est vrai qu'elle était un peu en dessous sur cette finale. Et ça arrive. Ça arrive, Ça arrive. malheureusement. Enfin voilà, donc on a fait un tour assez rapide des résultats parce qu'on a quand même beaucoup de choses à parler après par la suite et les gens ils ont déjà vu et ça va plus vite. Est-ce que vous avez eu le temps par rapport à l'émission, on en a parlé, est-ce que vous avez un petit coup de cœur, un petit coup de gueule les gars? Non, aujourd'hui, j'en ai pas trop. Je l'avais dit la dernière fois. Alors, je pense que parmi les résultats, il y en a un qui doit jubiler. C'est Marco Foglio, parce qu'il doit se dire, ils ont, Ah oui, on en a pas parlé, vétérans ont perdu en quart de finale du championnat. Enfin, il doit pas jubiler, hein, parce que je pense pas qu'il soit comme ça. Mais et à la sortie, bon, ils ont perdu en quart contre les Suisses. Par contre, on n'a pas vu la partie. Je n'ai pas vu du tout. Non, C'était non, sur mais le c'était sport. en fait non, c'est que C'est pas diffusé. la fédération espagnole a signé un contrat d'exclusivité avec les diffuseurs et tous les carrés d'honneur, on avait pas, c'était interdit de les diffuser extérieurs, tout ce qui était tout sur les carrés d'honneur. Donc on a vu les parties qui étaient hors carré d'honneur, mais dès que c'était sur carré d'honneur, on ne pouvait pas les voir. Il fallait aller sur une chaîne payante espagnole. Après, moi, justement, je voulais parler aussi, Thierry l'a dit, concernant les vétérans. Je pense, après, bon, je respecte le choix des gens qui ont pris ces joueurs-là, hein, mais je pense que, étant tenant du titre, enfin, double tenant du titre, Marco et Christian Lagarde, je pense qu'ils auraient pu être encore sélectionnés. Je pense que Suso, après, voilà, on n'enlève pas les qualités de Suso, mais je pense qu'il avait le temps d'arriver sur un vétéran. C'est mon humble avis, voilà. Après, je respecte le choix des sélectionneurs, hein. Ils sont là pour faire ça, c'est leur métier. Mais après, ils auraient peut-être rien fait non plus, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais je pense que voilà, j'aurais laissé les champions en titre défendre de nouveau leur titre. Après, on rappelle que c'est aussi des vétérans, et même si Thierry est habitué au programme de Forcené avec des jeux tous les jours, ils ont quand même joué beaucoup avec des grands déplacements. Tous, on les a vus sur la Marseillaise, on les a vus sur un tel, un tel, un tel. Peut-être qu'il aurait fallu aménager un meilleur programme vu les dates du championnat d'Europe vétéran là, qui enchaînait derrière toutes les choses où ils étaient déjà un peu pris, quoi. Oui, mais bon, après, c'est à eux oui, mais bon, je sais pas, c'est à eux de s'adapter, de se consacrer à cette compétition. Après, bon, il y a des gens qui décident, qui ont sélectionné, voilà, c'est leur choix. Mais bon, moi perso, j'aurais aligné l'équipe qui avait été championne. Après, ils auraient peut-être rien fait aussi, hein. Tu peux pas, tu sauras jamais, mais bon, après, Quand tu as l'opportunité d'avoir un Suchot, tu te dis, Suchot, j'ai l'opportunité de l'avoir, c'est quand même dommage de s'en priver aussi. Oui, mais il venait de prendre sa retraite internationale en senior. Je pense que non, on aurait pu attendre. Après, Christian Lagarde, je ne sais pas s'il joue encore. Parce que Non, il ne peut plus. J'ai qui commande plus. Ouais. Ouais, là, j'ai plus de nouvelles parce que bon, je connais et donc je ne vois plus jouer. Et je pense que bon, après surtout, bon, Marco, je pense qu'il aurait terminé en apothéose. Alors Marco, bon, on le connaît, hein, il a du charisme et tout. Bon, après voilà. Mais bon, ils auraient peut-être rien fait pareil, hein, comme disait Franck, ça change peut-être pas grand-chose, hein. Après, c'est peut-être la préparation qui a manqué aussi parce qu'entre aller à la Marseillaise, refaire, c'est pas simple à gérer tout ça, hein. Quand on vieillit, c'est moins facile à avaler, hein. Comme quoi c'est compliqué parce que ouais, au départ on disait bon, ils vont gagner sans jouer, il y a personne et ils vont s'imposer tout juste ils n'avaient pas joué les boules à faire un S2 quoi. Et puis à l'arrivée on se rend compte que les boules il faut les jouer quoi. Et les boules et en face bon il y avait Mamour Molinas qu'on connaît bien qui joue pour la Suisse, c'est quand même un très bon joueur, hein. Oui. Et c'est donc en plus bon le terrain n'était pas forcément peut-être à notre avantage, c'était
terrain de plage avec du sable, donc forcément ça nivelle les valeurs. Mais après, ça n'empêche pas après ce que j'ai entendu qu'on a vraiment pas bien joué. Et quand on joue pas bien, on perd. Hein, Ça va vite, hein. Ça va Exactement. Ils ont un très très bon préparateur mental qu'on avait reçu donc monsieur. Ça peut compter. Oui, tout à fait, voilà, ouais. Tout à fait. Et puis, en plus, le plus cocasse, c'est que ils ont Didier Choupet qui est entraîneur de l'équipe suisse et il a joué contre, enfin, il était entraîneur. En face, c'est Michel Lois qui était son meilleur copain. Donc, c'était un peu bizarre aussi. Et bon, bravo aux Suisses, et j'ai regardé un peu la finale hier, ils ont battu les Suédois, mais pas si facilement que ça, mais maintenant, il faut jouer au bout, là. De toute façon, il n'y a pas de... De toute façon, ils jouent partout. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as le mot France dans le dos qu'on va te donner 10 points d'avance. Hein. C'est exactement ça. Le nom ne fait plus rien maintenant. Voilà, tout le monde joue. Et après ça, on en a parlé avec Ginko Ruzzi, justement, qui disait que ça joue de plus en plus partout. Donc, voilà. Et c'est Ouais, vrai parce que les terrains actuels nivellent les valeurs aussi, hein, en règle générale. En règle générale. Parce que même en huitième, là, j'ai regardé, là, parce que c'était filmé, là, ils jouaient contre l'Allemagne. Oui. Ouais, ils ont jeté le but à 6 mètres. Bon, Michel Lois, il fait chic. Bon, la boule elle va à 40 de côté. Et bien derrière, on a pris 5 carreaux. On n'a pas retiré. On en a mangé 5 et on s'est retrouvé à la lutte, quoi. Bon, après, voilà, le table, c'est des mastiques, peut-être ils vont pas tirer pareil. Bon, Tout à fait. ouais, ça, c'est le jeu. Il faut s'adapter partout. C'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, donc pas d'autres coups de cœur, coups de gueule par rapport à tout ça. Moi, je vais faire juste un petit coup de cœur personnel et remercier encore Quiberon où j'ai passé un super moment. Franchement, aller en Bretagne, aller jouer en Bretagne, c'était super et c'est vraiment bien organisé. C'est très, très sympa. Ils ont des belles structures et vous passez des bons moments là-bas. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je leur fais un petit coucou et je les remercie encore. Donc, on va faire le tour maintenant donc avec notre invité de ce qu'on avait prévu, parler autour de ses fonctions, responsabilités. Donc, on va parler peut-être des réformes sportives possibles ou de l'avenir de toutes les compétitions. On va démarrer par la partie pôle sportif, qui est la plus grosse partie des fonctions de Laurent Wecker, donc notre invité. La première partie. Donc, en fait, déjà pour rentrer au début, est-ce que tu peux on va se tutoyer hein, quand même sur le. Bien évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que recouvre ce fameux pôle sportif à la fédération et les missions prioritaires qui sont rattachées? Ce qu'il faut savoir déjà, pour présenter un petit peu la fédération, parce que c'est vrai que une fois on en parle, on n'en a pas forcément une vue exacte. Il faut savoir que la Fédération française de pétanque jeux provençal, elle a une délégation de service public. Parce qu'il faut savoir que le sport en France, c'est un service public, comme d'autres services publics. Et donc, l'État garantit donc à tous les citoyens l'accès au sport. Donc, alors, évidemment, c'est pas l'État qui va s'occuper de faire jouer les gens au foot, au volley ou à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il a mis en place des contrats de délégation auprès des fédérations sportives. Et donc, c'est le cas donc pour la FPJP qui doit s'assurer de pouvoir accéder de pouvoir donner l'accès à la pratique à tous les concitoyens qui veulent pratiquer la pétanque et le jeu provençal. Donc, c'est déjà une chose. Alors, pendant très longtemps, il y avait un agrément qui était obligatoire pour pouvoir donc exercer cette délégation. Donc, l'agrément a été reconnu. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus le cas. Cet agrément, il est remis en cause parce que tous les ans, lorsqu'on a des problèmes. Et donc, c'est quoi cet agrément? C'est important aussi de le savoir. Donc, on se doit la fédération de protéger donc l'intégrité physique et morale des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a, je sais pas si vous avez entendu parler, lorsque vous prenez licence, on vous demande le contrôle de l'honorabilité. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. En fait, c'est que ça concerne tous les éducateurs, tous les présidents de clubs, trésoriers et secrétaires. Et là, on est obligé de fournir le fichier de toutes ces personnes pour vérifier s'ils n'ont pas eu des problèmes par le passé avec un fichier qu'on recoupe avec toutes les infractions à caractère sexuel. Donc, parce que malheureusement, on a, chez nous, faut le dire aussi, on a des gens qui, malheureusement, ont eu des comportements inappropriés envers les jeunes. Donc, là, le ministère nous demande de contrôler les éducateurs, donc, et tous les dirigeants, y compris ceux de la fédération. Donc, s'ils n'ont pas eu
de problèmes par le passé. Donc ça, c'est très important. Donc c'est très compliqué parce que il faut fournir un fichier qui est extrêmement précis parce que pour le recouper, il faut avoir exactement le lieu de naissance, le numéro de commune. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, on arrive à fournir les éléments, mais ça n'a pas été facile. Donc après, le ministère aussi nous demande aussi d'avoir une éthique. Donc c'est pour ça qu'une commission d'éthique qui peut se réunir lorsqu'il y a des problèmes aussi au niveau fédéral. Et aussi, donc, on est tenu aussi, pour ça vous avez entendu forcément parler, donc à suivre la loi de mars 2022 sur la gouvernance des fédérations. Donc vous savez que depuis les dernières élections, on a l'obligation d'avoir une parité au sein de la fédération. C'est-à-dire que nous sommes 28, donc 14 femmes et 14 hommes. Donc avant, c'était une élection uninominale, c'est-à-dire qu'on votait pour la personne. Donc là, on vote pour une liste. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 listes. C'est très bien parce que ça permet d'avoir un débat démocratique. Et en plus, cette loi nous oblige à avoir aussi un représentant par grands acteurs, c'est-à-dire qu'on a un collège des arbitres qui est représenté au comité directeur, un collège donc des éducateurs, un collège aussi des joueurs de haut niveau. Alors malheureusement, il n'est pas complet parce que c'est bien dommage. Pour l'instant, il n'y a que Christophe Sarriot qui est élu, mais il nous manque une féminine. Donc c'est bien dommage parce que lorsqu'on veut revendiquer des choses, il faut pouvoir avoir des interlocuteurs. Malheureusement, là, on n'en a pas pour l'instant. Donc on refait des élections régulièrement, mais pour l'instant, donc on n'a pas de représentants. Il y en a pas parce que les filles se présentent pas ou Là, se présente pas, ouais. D'accord. Donc c'est ça qui est dommage. Donc voilà, donc ça cet agrément, donc il est contrôlé donc par le ministère. Donc alors comment il est contrôlé? Par ce qu'on appelle chez nous donc la DTN, c'est-à-dire qu'on a un directeur technique national donc qui est un fonctionnaire donc de l'État, qui est payé par le ministère des Sports. Donc on en a 4 qui sont payés par le ministère. Donc on a dans le DTN donc Patrice Rodriguez. On a Anna Maillard, que vous connaissez, qui est une excellente joueuse, qui elle aussi avait brillamment reçu le concours il y a 2 ou 3 ans pour être CTN, donc pour être DTN dans une autre fédération. Puis on a une personne qui est chargée justement de tout ce qui est violence, l'honorabilité, et puis une autre personne qui est formée pour le développement. Donc voilà. Donc après tout ça, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est très lié donc forcément avec le ministère. Et puis en plus, on rajoute encore plein de choses. On a le contrat d'engagement républicain qui doit être signé par tous les clubs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des discriminations lorsqu'on est dans un club, on va pouvoir accepter tout le monde, quelle que soit sa religion, son parti politique ou autre. Donc ça, c'est des choses importantes à dire. Donc après, une fois qu'on a ça, donc on a des gens qui nous contrôlent. Donc c'est le DTN qui va vérifier si la fédération applique bien toutes les directives ministérielles. Donc, en sachant que aujourd'hui, on s'est structuré de plus en plus parce qu'on a quand même pratiquement une vingtaine de personnes qui sont salariées à la fédération. Hein. Alors, plus ou moins, certaines sont à temps complet, d'autres en contrat CD2I, c'est-à-dire indéterminé, mais avec des périodes justement pour suivre les équipes de France, pour suivre les différents collectifs. Donc voilà, donc c'est vous avez une vision très rapide de la fédération. Et donc, au sein de la fédération, après, dans le comité directeur, donc, bien évidemment, il y a formé donc ces commissions avec à la tête donc des vice-présidents. Donc moi, je suis à la tête donc du pôle sportif qui regroupe donc, comme l'a dit Étienne, toutes les différentes compétitions. Donc voilà. Donc, alors moi-même, au sein même de ce pôle sportif, j'ai en charge la commission des championnats des clubs parce que je me suis fait connaître pour arriver à la fédération parce que j'ai été à l'époque, il y a très longtemps, parce que j'étais au tout début du championnat national des clubs avec Joseph Cantarelli qui s'occupait à l'époque du CNC et j'ai bâti avec lui le CNC où il n'y avait rien jusqu'à aujourd'hui avec les 172 clubs, que ce soit en féminin, en enseignant, puis il y a aussi le CNC Jeux Provençal, le CNC Vétéran et le CNC Jeune. Donc, c'était vraiment un travail qui était passionnant parce qu'on construisait la pyramide, quoi. Donc, c'était tous les ans, on rajoutait une brique. Donc,
Donc ça, j'ai gardé cette commission. Et après, donc, je chapeaute tout le reste. Donc, les championnats de France et les nationaux. Donc forcément, vous savez, parce que vous êtes à la tête de commission, vous avez forcément toujours un problème en France qui arrive, surtout le lundi. Et justement, par rapport à ça, comme tu as plusieurs compétitions, l'arbitrage, le sport santé, tu n'en as pas encore parlé, on en parlera plus tard, mais On fait partie des directives aussi ministérielles. et dans les commissions, est-ce qu'elles travaillent ensemble assez bien? Bon, là, ça aide quand c'est la même personne qui en est responsable, peut-être, mais comment ça travaille entre les commissions, différentes Alors, commissions? après, donc, les commissions, bien sûr, à la tête, bien sûr, une personne qui en est responsable. Après, c'est lui qui organise sa commission, et bien sûr, avec le travail effectué. Alors, on essaye d'avoir aussi des personnes extérieures aussi pour apporter un œil nouveau. Et après, les commissions, elles, ne sont que force de proposition, parce que c'est toujours le comité directeur qui valide les propositions des commissions. C'est-à-dire qu'une commission ne peut pas prendre une décision sans que ce soit voté en comité directeur. Dans le comité directeur, il se réunit 5-6 fois par an. Et donc, les propositions, elles sont débattues et après, elles sont votées ou pas votées. Alors, moi, j'essaie bien sûr de faire le lien entre toutes les commissions et avec des fois des sujets qui sont transverses. Là, en ce moment, on a plusieurs groupes de travail, justement, comme tu le dis, Étienne, qui parlent un petit peu de tout parce qu'on a beaucoup de projets. Mais alors après, c'est toujours très compliqué parce que ce qu'on fait, la France est tellement vaste. Ce qu'on passe en Bretagne, c'est pas la même chose qu'on passe dans le sud-est ou dans le nord ou dans le sud. Et souvent, quand on fait un sondage, vous avez 30 qui sont pour, 30 qui sont contre et 30 qui eux, ne se prononcent pas. Donc après, c'est difficile pour nous de prendre une décision parce que forcément, on aura des gens qui sont mécontents ou pas avec les autres. Et le siège, il est où? Alors le siège, pour l'instant, il est à Marseille, donc historiquement. Mais bon, vous devez savoir aussi qu'on a le projet qui est en cours, donc de la construction du nouveau siège qui sera en Ardèche, donc à Chaumérac, qui sera un petit peu à l'équivalent, ce qu'on connaît avec le foot à Clairefontaine ou avec le rugby à Marseille. Donc voilà, donc ça va sortir de terre. Là, il y a toujours des problèmes, toujours les papiers administratifs, c'est toujours très très long avec les contraintes que nous mettent les écologistes sur l'environnement. Il faut faire des enquêtes pour savoir s'il n'y a pas une sauterelle. Des dinosaures de café de tout. Voilà, c'est ça. Donc là, le permis de construire, on espère qu'il va être déposé à la fin de l'année parce que là, justement, il y a eu une requête de la part d'associations environnementales qui souhaitent qu'on fasse encore des recherches si on ne va pas en perturber je ne sais quel animal ou quelle fleur qui pousse dans le pré pour l'instant à côté de Chaumérac. D'accord. Et tous les pôles, sera tout réuni dans ce bâtiment? Tout à fait, voilà. En fait, donc tous les rassemblements après des équipes de France seront faits à Chaumérac. D'accord. Et compris donc la fédération internationale aussi aura son siège aussi à Chaumérac parce qu'elle avait déjà à Marseille. À Marseille, on était vraiment à l'étroit, c'est un vieux bâtiment. Parce que vous imaginez la fédération dans un grand truc qui est immense, là vous arrivez, c'est le quartier du Panier. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille, mais bon, c'est pas forcément le quartier alors qui est pas mal, mais bon, il faut arriver. Vous voyez juste une plaque Fédération française de pétanque jeux provençal, mais c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, quoi. En plus, maintenant qu'on est passé à beaucoup plus d'élus, c'est très compliqué, quoi. Et beaucoup plus de salariés aussi, donc. Il va peut-être falloir encore attendre 2-3 ans, par contre, avant que ça soit. Ah ben, ça y est. Après, c'est vrai que une fois que le permis de construire sera délivré, ça va aller plus vite parce que les architectes, ils ont déjà travaillé, on a déjà les plans, on a déjà tout. Après, voilà, il faut avoir le temps de construire. Donc, je pense que ça se fera courant du mandat, quoi. Petite question par rapport à ça, comment vous élaborez le calendrier sportif national en fait sur les bases, vous restez, c'est assez figé d'une année sur l'autre ou presque après derrière selon les organisations ou vraiment vous avez des possibilités de le voir évoluer différemment? Alors, le calendrier, ça fait partie des priorités que l'on a justement dans les groupes de travail parce que vous savez, un calendrier qui est de plus en plus chargé avec de plus en plus de compétitions et malheureusement, on peut pas faire 53 semaines dans une année, même plus. Donc, forcément, il y a des choix qui seront à faire. Donc, alors déjà, la saison, certains ont plusieurs idées. Donc,
Il y a un moment donné, il y a certains qui préconisaient d'avoir une saison comme on fait des autres sports de septembre à septembre, mais pour nous, c'est pas forcément adapté. Ça va peut être adapté pour les jeunes, mais pas forcément pour les autres. Ça veut dire qu'il faudrait renouveler les licences en plein milieu du mois d'août, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Puis bon, après, on reste quand même un sport plutôt d'été, même si aujourd'hui on joue toute l'année. Moi, j'ai connu à une époque on coupait l'hiver, mais maintenant on peut jouer en permanence du premier. Tous les week-ends, hein. Tous les week-ends, t'as un concours. Et les week-ends, t'as un concours. Donc, alors voilà, c'est. Et Thierry joue tous les 2 jours. Non, Tous les week-ends et toute la semaine. Et le jour où il joue pas, il s'entraîne. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un problème. Alors, c'est vrai que le monde de la pétanque, c'est un monde de paradoxes. On a beaucoup de gens qui se plaignent. Voilà, on commence les qualifs en février ou on commence, il fait froid, tout ça. Et après, par contre, si on prend les résultats, même encore cette année, sur la participation, elle explose. Les championnats, on fait encore 10-20% de plus, quoi. Donc, les gens sont demandeurs de pouvoir jouer dans un championnat, mais bon, il faut pouvoir les placer. Mais le problème que l'on connaît, c'est les problèmes de terrain, hein, parce qu'on a beaucoup de comités qui n'ont plus de place pour faire jouer tout le monde. Alors, si on n'a plus de place, avant, on avait un championnat départemental qui était sur un seul lieu. Maintenant, on va faire des secteurs. Si on fait des secteurs, du coup, les gens ils sont plus proches, donc il y aura davantage de monde qui vont venir jouer. Donc, ce qui fait que c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, du coup, ça fait qu'on en a de plus en plus de monde qui aiment faire un championnat, mais ça prend énormément de week-ends. Donc, alors là, on est en pleine réflexion. Est-ce qu'il faut alterner des championnats? Est-ce qu'il faut trouver d'autres équilibres sur l'année? Donc, c'est un sujet qui est très, très, très complexe et qui forcément fera des mécontents parce qu'on peut pas tout faire. Les joueurs, il y a peut-être qui veut tout faire, ils veulent tout jouer en même temps. Donc après, il faudra faire peut-être des choix. Et par contre, moi j'ai une question, c'est pour les championnats, bon, c'est vrai que tout le monde veut en faire et c'est vrai qu'on a des inscriptions, c'est incroyable, tout le monde veut faire des championnats. Mais tu trouves pas que les championnats sont dénaturés? Parce que moi, je regarde, je suis la pétanque depuis longtemps, hein, et quand je vois les participations au championnat de France, moi je donne 6-7 équipes, si elles se rencontrent pas, pratiquement je connais le vainqueur. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les championnats de France sont beaucoup moins relevés qu'ils l'étaient à une certaine époque. Ouais, alors après, c'est toujours difficile de comparer les époques. Les époques, oui. Non, mais c'est vrai. Mais quand on a des phénomènes comme ça, par exemple, phénomène bien connu, si tout le monde va jouer dans le Var, forcément, quand vous avez qu'une équipe, les autres, ils ne seront pas au championnat de France. Donc, c'est vrai que maintenant, avec les mutations où les gens ils vont jouer dans toute la France, ça répartit un petit peu les équipes, mais c'est vrai que là, il y a, par exemple, sur le Var, il y a plutôt une concentration des meilleurs joueurs, et forcément, quand il y en a qu'un qui va en France, les autres, ils y sont pas. Donc, oui, parce que en France, il y a 3-4 gros clubs qui se montent, voilà, et puis, ils récupèrent tous les joueurs. Alors, je les comprends, hein, les joueurs, c'est attractif, oui. mais après, au niveau des championnats, moi, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que ça pouvait l'être avant. Enfin, Oui, alors après il y a quand même, c'est vrai que il y a forcément des équipes qui sont favorites, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on peut dire qu'il y a un département qui est facile à jouer où on va être sûr de se qualifier. non, je dis pas de la patte. Donc, ça, je dis pas ça, mais quand tu as des équipes, par exemple, tu parles du Var, dans le Var, moi je trouve qu'il y a une dizaine d'équipes qui pourraient gagner les championnats de France. tout en Donc, sans être médisant, je vais te dire, tiens, la Vienne, j'étais dans la Vienne. Il n'y aura pas une équipe qui peut être championne de France au jour d'aujourd'hui. Donc, ouais. C'est sûr. Moi, j'ai été qualifié en 97 à Chartres, ils étaient en finale à la Vienne. Ils avaient perdu. Oui, non, mais je sais. Il y a quelques temps. Oui, il y a quelques temps. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Il y a des champions, il y a des départements. Oui, forcément. Après, oui, il suffit qu'il y ait un bon joueur qui vont signer, même si on prend notre plus petit comité de la Haute-Marne et 400 licenciés, si un jour Rocher va signer à Haute-Marne, peut-être qu'il sera champion de France pour la Haute-Marne. Voilà, mais bon, après. Mais est-ce qu'il y a une source de réflexion sur les modes de qualification à venir, non?
C'est ça, j'allais y venir. Je vais prolonger la question de Thierry un petit peu, parce qu'on avait parlé, je sais pas si tu avais écouté un épisode entre championnat de ligue et championnat départementaux. Oui. Parce que faut garder l'impact régional dans les idées, enfin, moi, Ouais. que je pensais. Alors, Et là, on a entendu le championnat de ligue, je vais aller jusqu'au bout. En fait, c'est dire, garde les départementaux, il y a 4 départementaux qualifiés aux ligues, et c'est aux ligues que les qualifications sont au championnat de France. Comme ça, tu gardes tes zones et toujours autant de qualifiés dans les zones, mais tu auras peut-être plus de meilleures équipes au bout. Alors c'est un problème aussi c'est un sujet qui revient maintenant, qui est très ancien entre ces histoires de championnat de ligue, hein, ce qui doit se faire avant, ce qui doit se faire après. Euh, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi je trouve pas forcément que ce soit la bonne solution, parce que si on veut se qualifier pour la Ligue, il faut perdre. Donc, si vous perdez pas, vous pouvez pas faire le championnat des Ligues. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis qu'il reste 0 place qualificative au championnat de France pour le département. Et puis après, c'est à la Ligue qui va le gagner ta place au championnat de France. Alors, voilà. Alors, il y a cette solution. Alors, après, évidemment, alors là, vous allez mettre vent debout les comités, parce que les comités, ils veulent avoir leurs représentants qui jouent avec leur maillot pour leur comité, pour le championnat de France. Mais après, ça va être dans une logique sportive, c'est-à-dire que tout le monde se qualifie pour un championnat régional et un championnat qualifié pour la France. Ben, l'histoire de notre sport fait pas que c'est pas forcément ce qui est mis en place, et ce sera pas forcément cette réforme. Après, voilà, moi j'ai connu où il y avait d'abord la Ligue avant de faire le championnat départemental. J'ai connu aussi. Ben, c'est qui paraissait plus logique. Donc, on commençait par le plus par le plus dur, par exemple. Moi, j'étais un Irlande, voilà, et après, celui qui était qualifié, la Ligue Île-de-France, après, il pouvait pas faire son championnat départemental parce qu'il était déjà qualifié. Mais après, il y a aussi, moi, ce qui me toujours un petit peu particulier, c'est qu'on veut faire une hiérarchie entre championnat départemental, championnat régional. Sauf que quand vous arrivez au championnat de France, vous partez tous sur la même ligne, hein, que vous soyez champion de région ou champion départemental, vous pouvez le mettre dans la même poule. Alors, s'il fallait rehausser le niveau du championnat régional, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire avant, mais aussi de donner une carotte supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils rentraient peut-être un peu plus tard dans le championnat de France, parce que vu qu'ils sont champions régional, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien tomber dans une poule avec 3 autres champions de région, alors que j'ai le championnat départemental. Alors qu'on dit que le champion régional, c'est plus élevé que le départemental. Alors qu'aujourd'hui, c'est faux, parce qu'on remonte toujours l'histoire de perdants. Mais si on devait changer la logique, il faudrait que le champion régional, il arrive un peu plus tard dans le championnat de France. Ouais, de toute façon, c'est pas facile à résoudre, hein. Mais Voilà, parce qu'on a 2 épreuves qui qualifient pour la même épreuve. Donc, c'est ça. Mais il est vrai que, enfin, moi c'est en tant que joueur, moi je sais pas ce qu'en pense Franck, hein, mais c'est vrai que les championnats, alors maintenant il y a énormément de championnats de France. Alors bon, ce qui est bien, c'est qu'on a créé les mixtes et tout ça qui n'existait pas dans le temps. On a séparé le tête-à-tête du doublette, mais maintenant il y a énormément de championnats de France et on se demande. Alors moi j'ai jamais été champion de France, j'aurais bien voulu l'être, mais j'ai pas été. Mais ce que je veux dire, c'est que être champion de France maintenant, ça rapporte rien, quoi. Si c'est pas des joueurs connus qu'ils sont, voilà, c'est bien. Si encore un seul truc qui a été bien, c'est pour Delhomme qui a été au championnat d'Europe vétéran. Ah, le pauvre, alors j'aurais bien voulu qu'il le gagne, malheureusement, ça peut être le cas. Oui, mais lui, il y a eu une porte ouverte pour lui. Mais autrement, au-delà, dans le temps, le champion de France, par exemple, allait au championnat du monde. Tu sais, il y avait ça dans le temps. Maintenant, Oui. champion de France, bon, c'est un titre. Et je trouve que tout ça, c'est dévalué. Enfin, personnellement, hein, c'est dévalué. Oui, mais t'as raison. C'est vrai que le fait qu'il y ait plus t'as de championnat, forcément, ça dévalorise le reste, quoi. Enfin, forcément, quand tu étais à l'époque où il y avait que le championnat triplette et doublette et encore le tête-à-tête était en même temps, hein, forcément, ça valorisait le titre. Aujourd'hui, c'est vrai que plus tu multiplies les championnats, bien sûr, plus le titre est dévalorisé. Mais ça, c'est pareil, que là, lorsqu'on parle, par exemple, de réduire un nombre de championnats, mais si vous allez dans le nord de la France, ils vont vous dire, ah non, parce qu'eux, ils ont très peu de nationaux, par exemple. Ils ont pas du tout. Et eux, ce qu'ils aimeraient, c'est faire les championnats, parce qu'ils n'ont que ça. Si vous allez en Auvergne-Rhône-Alpes, où ils ont 70% des nationaux,
Ils sont pas contre de réduire les championnats parce qu'ils vont pouvoir faire les nationaux qui a en pagaille. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident de trouver le bon compromis. Ah, le bon timing, non, c'est pas facile. C'est sûr. Et non, parce que le problème, la France, c'est grande et tout le monde passe pas pareil. Donc, c'est ça qui est compliqué. Ben oui. C'est vrai que toutes les grosses compétitions, c'est comme on voit, les 3/4 sont en dessous de la Loire, enfin même Ah bah oui, la Garonne. 90. La Garonne. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile. Bah ouais. C'est vrai. Et est-ce que par rapport à ça, au niveau des règlements, justement, peut-être Thierry elle parlait d'un système de points qu'on pourrait donner aux joueurs qui permettrait des qualifications. Je sais que après, on n'a pas des règlements toujours pareils entre les nationaux, les régionaux, les championnats. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas Alors, Je sais qu'il y a vis-à-vis de vous là pour ça. il y a une réflexion qui est en cours, justement, sur les points, pour valoriser les championnats. Alors, moi, c'est pareil, moi, je l'ai connu aussi il y a très longtemps en Île-de-France. Ouais. On appelait ça les points palmarès. C'est-à-dire qu'on multipliait par un coefficient suivant si c'était champion départemental, régional ou de France. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a pas assez d'écart, par exemple, entre quelqu'un qui est champion de France et quelqu'un qui va gagner national ou plusieurs concours. C'est vrai que ça fait partie de la réflexion de pouvoir multiplier, par exemple, un coef 3 ou 4, par exemple, si tu es champion de France, tu marques, je sais pas, Et Laurent, même entre un gars qui gagne un concours local, enfin départemental, un régional, un national, et puis après il y a des nationaux, qui était très bien, hein, ce que vous avez fait, là, le faire des 3, 500, 1000, voilà, ça c'est très bien. C'était l'origine, ça. Mais il y a pas, non, mais il y a pas assez d'écart, si tu veux, de points. Ouais, entre alors, les points c'est pareil. Quand on parle des points, alors les points, à quoi ça sert? Les points, ça sert surtout pour différencier les joueurs qui sont honneurs et les joueurs promotion. Mais en France, il y a énormément de comités où il n'y a aucun concours promotion. Oui. Il n'y en a aucun concours promotion parce que ça ne prend pas. En Ile-de-France, là, par contre, il y en a plein. Dans les Alpes-Maritimes, vous avez beaucoup de concours de promotion. Mais moi, quand je suis arrivé de mon Lot-et-Garonne, quand on m'a parlé de points, moi, je ne sais pas de quoi il parlait. Moi, les points, c'était des trucs qui n'ont aucun intérêt d'avoir des points. Alors, surtout en Ile-de-France, où à l'époque, maintenant, ça a un petit peu baissé, où on payait le point. Moi, ça vous a entendu parler. Il y a des clubs où c'est dans le département. voilà. Alors, donc ça, les points, ça avait une importance. Mais il y a d'autres endroits, que vous soyez honneur, promotion ou non classé, et puis que vous avez qu'un seul concours le week-end, peu importe votre classement. Donc, c'est pareil. Donc, on a essayé de forcer pour qu'il y ait des gens, pour que ça puisse attirer des gens pour promotion, mais ça prend pas. Mais les gens, ça les intéresse pas. Ils préfèrent aller faire le concours toute catégorie, qu'on appelle, que plutôt d'aller faire un concours promotion. Alors que dans l'unité, ça marche du tonnerre. On parle de promotion des concours promotion. Par contre, il n'y a pas de prévu de concours que élite, par exemple. Concours élite, concours que honneur, pour pas mélanger. Parce que c'est vrai que c'est quand même le seul sport où un joueur qui a sa licence aujourd'hui, demain, quelqu'un prend sa licence, il peut aller jouer contre Philippe Quintet. C'est ça. Mais là, je vais te dire, tu fais l'inverse. Moi qui faisais des sports de combat, tu vas pas monter sur le tatami contre Teddy Riner. Ça durerait 2 secondes. Ah ben oui, mais là, c'est tout à fait le cas des paradoxes de la pétanque. C'est-à-dire que d'un côté, on a des joueurs, des licenciés qui veulent absolument aller jouer contre Quintet ou Rocher ou pas, et qui de l'autre côté se plaignent, ouais, mais c'est toujours l'homme qui gagne, quand on joue le porteur de mise. Voilà, alors que dès qu'ils ont perdu, qui c'est qu'ils vont voir? Ils vont pas venir m'avoir joué, ils vont aller voir jouer Rocher, Quintet ou autre. Bien sûr. C'est compliqué. Il y a rien de paradoxal. Ouais. Donc, parce que le joueur, il a toujours espoir de faire à l'espoir du siècle, d'aller battre les meilleurs, celui qui voit à la télé. Mais on sait alors que 99 fois sur 100, il va perdre. Ouais. Mais il est content de pouvoir dire, j'étais au concours, j'ai vu un tel. Alors même, ils sont contents, parce que s'ils ont joué contre Quintet ou contre ça, après, ça doit être réservé peut-être aux nationaux comme ça. Mais après, sur niveau championnat et tout, on pourra avoir un système de classement parce que c'est le prestige des nationaux de jouer contre tout le monde. Mais après, quand tu es sur des championnats, des choses comme ça,
ça paraît normal que des gens soient avancés ou démarrent plus tard que d'autres, ou voilà, parce qu'il faut la gagner sa place. Comme en Coupe de France de foot, où les petits clubs démarrent au premier tour, la Ligue 2 rentre au 7e, la Ligue 1 au 32e de finale, enfin, etc. Voilà, quoi. Ouais, mais ça pourrait être, mais après, on va dire, ouais, mais vous privilégiez toujours les meilleurs, vous pensez qu'à l'élite, donc on entend, c'est qu'on entend en permanence, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors après, oui, il peut faire des concours, que des concours honneur ou élite, mais alors il y a des comités où il va avoir 3 joueurs, quoi. Et, il y a des coins où vous n'allez pas pouvoir faire des concours que honneur parce que vous allez avoir 10 équipes. Non, c'est vrai que c'est compliqué le sujet. Et Laurent, est-ce que tu trouves pas, alors moi qui ai connu ça aussi, hein, les qualifications master ou trucs comme ça s'appelait le trophée des As dans le temps, Oui. et c'était qualificatif par équipe et non en individuel. Est-ce que maintenant, tous les qualificatifs se font en individuel? Tu marques des points et tu es dans les 30 Alors, premiers, tu es pris, ou enfin, les 6 premiers choisissent après dans les 30 et ainsi de suite. Donc tu retrouves, si tu veux, toujours les mêmes. Tandis que si c'était un qualif par équipe, tu aurais sûrement des jeunes, enfin, moi pour avoir connu ça, mais bon, c'est une autre époque, hein, tu avais envie d'aller te confronter aux meilleurs pour voir si tu pouvais te qualifier au trophée des As, alors battant le master, mais tandis que maintenant c'est trop renfermé. Parce que c'est individuel, alors c'est toujours les mêmes qui y vont et alors en plus, maintenant, mais j'ai rien contre eux non plus, hein. Tu as des, partenaires financiers, donc qui veulent se qualifier aussi et donc tout ça, ça crée que ouais, alors après, là, tu parles de choses qu'on maîtrise pas forcément dans la ouais, fédération, voilà. parce que là, ce sont des organisateurs privés, donc que ce soit quarterback d'un côté ou PPF ou de l'autre. Ouais, non, Moi, le master prendre et alors, faut savoir, tiens, ça aussi, c'est une information qui est importante, c'est que nous devons signer des conventions pour qu'ils puissent organiser ces compétitions. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, la fédération, c'est la seule fédération qui est habilitée du coup, ouais. à décerner des titres de champion de France, à décerner des titres dans les championnats départementaux. Mais après, si vous avez notre entité qui veut organiser une compétition, donc c'est dans le code du sport, c'est-à-dire qu'au-dessus de 3 000 euros, c'est-à-dire que s'il y a des récompenses au-dessus de 3 000 euros, ils sont obligés d'avoir un agrément de la part de la fédération. Donc, c'est pour ça que quarterback et PPF, donc ils ont un agrément qui est délivré par la fédération parce qu'ils rentrent dans ce cadre-là. Donc, tous ceux qui sont en dessous de 3 000 euros, donc ben là, on retrouve tous les petits concours de fête ou des concours qu'on connaît, connaît l'été. Donc, après, c'est eux qui fixent Règlement. leur règlement. Mais c'est vrai que tu as raison, à une époque, même Chanel des As, qui avait été repris par la fédération, parce qu'avant, c'était les Masters qui avaient été créés à l'époque par Damien Masse, de Millau. De Millau. Ouais, alors, en fait, ouais, alors, tu disais c'était la même équipe, mais en fait, c'était un peu plus compliqué parce que c'était la première équipe avec laquelle tu avais marqué des points, parce que des fois, ils jouaient avec d'autres. Bah, c'était... Alors, en étant en train de réfléchir aussi si on pouvait faire une finale du circuit des nationaux, qui serait repris par la fédération. Alors, il y a un circuit qui s'est mis en place, donc il sera peut-être repris par la fédération pour les féminines, parce qu'on a beaucoup maintenant de concours nationaux qui sont réservés qu'aux féminines. Dans le premier que vous connaissez bien, c'est Palavas, qui est en tête. Donc, il y a un circuit qui est appelé ça Entre elles, donc, qui est mis en place donc par Gilles Bonucci et d'autres organisateurs qui organisent que des concours féminins. Donc, vous avez Saint-Juéry, vous avez un autre là dans les Pyrénées-Orientales qui se met en place aussi. Donc, ça marque pas mal. Et on espère pouvoir arriver un jour peut-être à avoir la même chose au niveau des... Ouais. Très bien, ça. Très bien. Ça, c'est une bonne idée. Pareil, dans ces choses-là, c'est Thierry qui avait proposé en tant qu'organisateur du National de Tours, et ça le tracasse. Mais moi, je l'ai vu en tant que diffuseur aussi. Le problème de partage des gains et des récompenses même si vous êtes, alors, comme c'est effectivement sur quarterback, sur PPF, vous n'en êtes pas responsable, mais sur les nationaux, vous êtes un petit peu parti pris dedans. Problème pour les paiements, par exemple sur les régionaux, quand c'est sur une journée, il y a partage, les demi-finales, les finales sont pas jouées.
Il y a un manque de transparence. Est-ce qu'il y a une idée partie? Est-ce que vous Oui, ça, c'est oui, alors, donc, virement obligatoire ou des choses comme là, ça, quoi? là, c'est pareil, on a eu plusieurs évolutions parce que, bon, après, il y avait le constat que les joueurs partageaient. Alors, il y a 15 ans de ça, la fédération a dit, bon, écoutez, comme c'est le fait que tout le monde partage, on va mettre des chèques identiques. Quoi, si vous vous souvenez, c'est Ouais. des cartes Ouais, identiques ouais. pour tout le monde. Mm. Ça a duré quelques années. Ah, ben là, c'est pas possible, non. Non, là, il faut pouvoir avoir un prix qui soit meilleur que plus élevé pour le vainqueur, ce qui paraît logique. Qui est logique. Ce qui paraît logique. Alors aujourd'hui, alors, il y a des projets donc d'avoir des virements directs sur les comptes des joueurs. Ouais, on a même des applications, je pense que vous connaissez Wiro par exemple, là où vous tapez juste le numéro de téléphone de portable du joueur et vous récupérez la somme et après à vous d'aller la déposer sur votre compte. Après, le partage aujourd'hui, il est interdit, mais c'est dans les règles. Après, une fois que le concours est terminé, que vous êtes parti, que le délégué il est plus là, et que l'organisateur, des fois, s'il est de mèche, ben, il a déchiré les chèques qui étaient nominatifs, puis il en refait un en partageant les sommes. Après, nous, c'est compliqué derrière d'aller vérifier. Mais de toute façon, et même avec le système de virement, hein, tu fais un virement, je sais pas, de 1000 euros, tu dis, bon, partage, tu vas au guichet, tu retires, tu dis, tiens, moi, j'ai reçu. Ouais, voilà, donc Ça, c'est incontrôlable. Malheureusement, il y a aucun. Alors après, il y en a quand même, Philippe Quintet pourrait en parler, c'est qu'à une époque, il avait été contrôlé par le fisc. Quand le fisc a contrôlé, il n'a pas demandé si c'était partagé. Ils ont pris les affiches et dit, attendez, monsieur, là, vous avez gagné tant. Ah oui, non, mais j'avais partagé, j'ai gagné quota. Ben, là, malheureusement, vous avez gagné ce qui était marqué sur l'affiche. Donc après, ça alors risque et péril. Mais après, donc, voilà, mais après c'est plus un phénomène de société où malheureusement, ouais, l'argent est de plus en plus difficile à gagner et ils préfèrent avoir cette somme à l'âge d'argent que prendre le risque de le perdre. Alors que, alors Après, que- on en arrive quand même sur des concours où on en voit. Non, ce qui est pas normal, Ils ne jouent pas les demi, ils jouent pas les finales, quoi. Yeah, ce qui est pas normal, c'est que ça se fasse même moi, j'étais en colère, là, j'avais joué, là, il y a déjà quelques temps, je reviens en vacances dans mon département, là, même un petit concours départemental où, mec, vous voulez partager en demi. J'ai dit, attends, moi, je suis là pour jouer, pour faire des belles parties. Si on fait 3 parties, quand on s'arrête à jouer à 5 heures, ça sert à rien. Donc, après, moi, ils étaient pas contents, moi, on a joué la partie. Bon, que je perde, que je gagne, ça n'a pas d'importance, mais. Surtout, c'est souvent, c'est pour 3 francs 6 sous. Oui, Et en plus, les parties, elles sont pas jolies. Tu as partagé. Alors, déjà, il y en a qui se jouent pas. Et en plus, alors, quand c'est partagé et que ça joue, c'est vilain. Ça tire partout, ça joue n'importe comment. Ouais, c'est ça. C'est pas beau. C'est même pas respecter le public. Non, c'est pour ça que. Alors Mais que. que l'été, les gens jouent les demi, les finales, je trouve ça tout à fait normal. Hein. Bon, alors là, j'ai rien contre ça. Après, moi, je pensais que après dans les nationaux, c'est la même chose. Que je sais pas si vous avez vu un reportage à la Marseillaise de France 3 là, qui parlait des salaires des joueurs. Je sais pas si si tu avais. Ouais, ils ont fait un article, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, Décennie de Suchot qui en parlait. Et je me suis dit, à un moment donné, le fisc va mettre le nez là-dedans parce que si les mecs du fisc regardent ça en disant, non, la pétanque, et ils sont payés grâce. Mais c'est pour ça que s'il y a un contrôle, le fisc, il va pas regarder si vous avez partagé ou pas. Hein. Il lui va prendre la fiche du national du mondial de Marseillaise. Il dit qu'à Marseille, il y avait tant à gagner au vainqueur. Donc, le vainqueur, il déclare autant. Et s'il a donné la moitié à notre équipe, tant pis pour lui. Parce que c'est vrai que bon je parle des nationaux moi, c'est vrai que maintenant moi j'ai vu, quand on organise Tours, bon bah, les gars qui perdent en 8e le dimanche matin, ça leur coûte une fortune quoi. Ils en perdent en 8e, ils touchent pas grand chose. Ils ont l'hôtel, la restauration, la route. Par rapport à il y a 30 ans en arrière où bon la société était complètement différente, bon tu t'en sortais, tandis que maintenant alors il me semble, enfin je dis ça comme ça, qu'on devrait changer de système. Alors j'étais pas pour au départ, mais en y réfléchissant, faire, comme ils font au championnat du monde en Suisse, là, tu sais Oui. les 5 Oui, mais alors t'as quelques nationaux, t'as Fréjus qui est un spécial système. Ouais. Bon, après, alors, il y avait un projet que j'avais monté au précédent mandat. Bon, après, voilà, c'est un changement complètement de paradigme. Donc, après, alors, l'avantage qu'il y avait, c'était que tu gardais toutes les équipes pour toute la journée. Voilà.
Elles faisaient ces 5 parties. Voilà. Alors après, ça va peut-être arriver, mais bon, c'est là, c'est l'histoire, c'est difficile à modifier. Mais je suis d'accord avec toi. Alors moi, tu sais, je retrouvais des affiches anciennes, toi, de concours dans les années 60-70, et tu regardais le prix du vainqueur. Mais le prix du vainqueur à l'époque, ça faisait pratiquement un mois de salaire. Oui. Et c'était énorme. Alors Oui. qu'aujourd'hui, même sur un national, même pour un top 1000, peut-être top 1000, c'est gros, ben ça fait même pas le SMIC. Ben non. Et donc, Oui, non, mais c'est- à l'époque, ils partageaient pas, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus à gagner. Donc, ça veut dire que c'est la société qui a changé par rapport à l'argent, quoi. C'est ça. Ah ben, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut arriver à trouver un système pour que les joueurs soient mieux rémunérés dans les compétitions. Moi, je suis pas contre, et même que après, ça soit par virement et que ça soit même imposable, et puis que tu fasses les frais, que ça soit déduit. Moi, je suis pour ça, pour que ça rentre dans une logique. Ouais, mais après, là, on rentre dans la professionnalisation des joueurs. Mais on le voit, d'ailleurs, on le voit, parce que, voilà, il faut bien dire, un chat, un chat. On voit bien que les joueurs qui veulent jouer tous les week-ends dans le plus haut niveau, et voilà, hein, c'est là qu'on retrouve le phénomène des payeurs. Ben, Voilà, il sait qu'il va aller jouer à tel endroit, il sait qu'au moins il va pas perdre d'argent. Peut-être il sait peut-être qu'il va perdre, il va pas en gagner, mais au moins il a assuré au moins ses frais de déplacement et son restaurant, parce que s'il y va qu'il gagne pas aujourd'hui, qui peut dire qui c'est qui gagne de l'argent dans un national? À part le vainqueur, peut-être les demi-finalistes. Et encore, tu rentres pas dans tes frais, hein. Toujours. Après, voilà, Du vendredi jusqu'au dimanche, et les 3 nuits, les ouais, repas. c'est sûr. C'est sûr. Non, parce qu'on le fait parce que les gens, ils sont passionnés, parce qu'ils aiment ça. Après, c'est comme notre loisir. Après, tu vas faire du modélisme ou autre chose, de la pêche, tu gagnes rien et tu vas dépenser beaucoup, hein. Après, c'est ça, parce on aime faire des belles parties, on aime jouer, mais c'est vrai que ce côté financier, c'est forcément, ça rentre en jeu, et on peut comprendre que les meilleurs joueurs, ils trouvent des partenaires qui puissent au moins leur assurer le fait de rentrer dans leur feuille au minimum, quoi. parce que maintenant, ceux qui travaillent pas, si demain ils se cassent le bras, ils Ah oui, tout à fait. sont cuits, hein. C'est ça. C'est vrai que C'est ça. je trouve que c'est un sport où il faut arriver à trouver une réglementation, alors professionnelle, semi-professionnelle, je sais pas, mais Après, c'est vrai, c'est l'investissement qui manque, hein. C'est ça. ouais. Le problème, il faut trouver des fonds. C'est compliqué, mais c'est bien sûr que ce serait l'idéal d'avoir même, je pensais, là, pour avoir rapport au championnat de club, si on avait un circuit fermé, avec des teams qui se rencontreraient. D'ailleurs, comme ils le font un petit peu, je sais pas si vous suivez un petit peu la Lyonnaise, ils ont, Ici. ils ont un circuit où ils se rencontrent sur 6 ou 7 journées avec les meilleurs. Mais bon, après, ils ont un gros sponsor qui les soutient aussi. Donc, voilà, donc je pense que c'est Gaubertier Oui, à qui, Lyon, ouais, ouais. voilà, qui est un gros investisseur qui est dans la Lyonnaise. Mais après, nous, malheureusement, on n'a pas encore cet attrait pour avoir de gros investisseurs qui viendraient sur la pétanque pour créer un circuit. Et même s'il ferait un circuit, il le ferait peut-être pour lui et pas forcément dans un esprit fédéral, quoi. Bah oui, c'est vrai. Comme un Ouais. petit Mac, hein. Très bien. Donc, on a fait pas mal le tour, on a plusieurs questions du sport, mais si on aura encore des milliers à poser. On va passer aussi un petit peu, parce qu'on a presque 1 heure de podcast déjà, aux autres attributions que tu as à la fédération. On va commencer par l'arbitrage. Est-ce qu'il y a en ce moment quel levier pour renforcer la formation des arbitres et le recrutement des arbitres, la gestion des conflits? Quels sont les axes de l'arbitrage en Alors, ce moment? au niveau de l'arbitrage, le problème, c'est que c'est surtout le problème de manque de vocation. Moi, j'ai commencé ma vie de dirigeant il y a très longtemps. J'ai été le plus jeune arbitre de France, donc Ouais. à 16 ans. Donc, après, moi, j'étais. Et aujourd'hui, malheureusement, des jeunes, ça manque. Et puis, pour avoir la vocation de l'arbitre, c'est pas facile. Alors que on a des excellents formateurs, on a des suivis, même lorsqu'on arrive à un plus haut niveau d'arbitre national, on a des suivis justement de gestion des conflits, de, de, de pouvoir s'adapter à toutes les situations.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros problème. Hein. L'arbitrage, malheureusement, on a de moins en moins d'arbitres. Et pour trouver une solution, c'est compliqué. Comment trouver Alors, je ne sais pas, je peux dire, moi j'ai été arbitre au football. Euh, alors je ne sais pas si ça peut se faire aussi à la pétanque, si vous le faites déjà, mais maintenant qu'il y a des compétitions de clubs au niveau compétition d'équipe, de club, au niveau pétanque, au foot, il se faisait, si le club ne présentait pas, n'avait pas 2 arbitres, 2 licenciés arbitres au sein du club, il n'avait plus le droit de monter de division dans n'importe quelle division, hein. Ils l'ont fait, ça, la pétanque. Ils l'ont fait, ça aussi. Hein, alors. Oui, alors c'était une idée. Alors, le problème de la pétanque, contrairement au foot ou au rugby, c'est qu'à la pétanque, on peut jouer de 7 à 77 ans. Quand vous avez des gens qui étaient passionnés de rugby ou de foot, qui ont fini leur carrière de joueur, ils peuvent se reconvertir en tant qu'arbitre. Mais quand ils arrivent à 40 ans, 50 ans, ils peuvent faire arbitre. Mais quand vous êtes un joueur de pétanque, à 50 ans, vous jouez encore, à 60 ans, vous jouez encore, à 70 ans, vous jouez encore. Donc, le problème, c'est qu'on avait pensé, bien sûr, d'imposer, par exemple, un arbitre, par exemple, pour tous les clubs, par exemple, de CNC, par exemple, tous les clubs de CNC. Après, il y a peut-être le problème est peut-être un peu plus profond sur le problème des arbitres. Aussi, oui. Oui, ben, il y a tout un tas de. Il y a tout un tas, bien sûr, entre l'alcool, les agressions, les machins. Mais bien sûr, ben, Honnêtement, enfin voilà, on va pas donner la passe, hein, tous. c'est sûr. Enfin, faut vraiment faire arbitre, hein. Il faut bien voir que la pétanque, on est le reflet le plus proche de la société parce que tout le monde peut jouer à la pétanque, il n'y a pas besoin. Si on était une fédération de 100 auteurs, il y aura beaucoup moins de personnes. Hein. Mais là, on a le reflet de la société. On a l'évolution de la société qui nous suit en permanence avec à la fois ses dérives et qui malheureusement nous touchent. Hein. Donc, on parle de l'alcool, de drogue ou de l'autre. On va discuter, mais c'est vrai qu'après, pour être arbitre, c'est vrai qu'il faut avoir une volonté de faire. Quoi. Et c'est vrai que. Et c'est pas forcément dans les plus gros concours. Les plus gros concours, vous êtes plus protégés, mais dans les petits concours départementaux, c'est là qu'il y a le plus de problèmes que l'arbitre est tout seul pour pouvoir assumer sa fonction. Et c'est pas évident. Hein. C'est très compliqué, mais C'est sûr que dans les petits concours, c'est compliqué. C'est vrai que quand tu vas au championnat de France ou n'importe, bon, c'est beaucoup plus simple. Bien que l'autre, c'est différent, oui. C'est différent. Ouais. Alors après, pour motiver les gens, c'est ça, parce que imposer une vocation, c'est compliqué. Parce que même là, si on avait, par exemple, on avait l'idée par exemple, tous les clubs à CNC d'avoir un arbitre. Mais bon, si l'arbitre, il passe juste l'examen, mais qu'il n'arbitre pas le reste de l'année, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et voilà, c'est le mec, s'il arbitre, c'est pour pouvoir arbitrer, je sais pas, on m'a dit concours par an, mais s'il a passé juste l'examen pour dire, bah, ça y est, il y a un arbitre au club et qu'il n'arbitre pas parce que ça va être la pratique, mais évidemment, qui va développer son envie de l'arbitrer. Ouais. Tu parlais justement au foot, il fallait avoir fait 10 matchs dans l'année, un truc comme ça. Et après, tu parlais de jouer à tout âge. J'étais arbitre de 14 à 21 ans, donc tu vois, c'est des âges où je pouvais jouer au foot aussi. J'étais quand même arbitre. Ouais, mais après, je parle, c'est vrai qu'il y a c'est forcément les exceptions, mais c'est souvent quand même que des gens qui jouent au foot au rugby, ils se reconvertissent, ils ont toujours la passion dans l'arbitrage. Mais c'est vrai que chez nous, c'est plus compliqué. Parce que, et on le voit dans tout, même chez les éducateurs, où des fois, ils préfèrent aller jouer alors qu'ils sont éducateurs que amener leur gamin à faire le concours jeune. C'est sûr que et je me souviens quand on parlait de l'arbitrage, et je parlais moi pour les jeunes, tu parles des jeunes, là. Je me souviens que quand j'étais encore étudiant, enfin même plus jeune, j'allais faire de l'ASU, l'association sportive scolaire universitaire, et on se retrouvait des écoles à faire des confrontations entre les différentes écoles, et on ne voit plus ça. Enfin, alors, on le fait, c'est avec l'UNSS, on a un championnat de France de jeunes et qui est arbitré par des jeunes, hein, la plupart des jeunes de l'UNSS. Donc, l'UNSS et avec l'UCEP aussi, donc à la fois collège et lycée, où on a un championnat de France qui a lieu tous les ans au mois de mai. Donc, il y a des qualifications au sein même des collèges et des lycées. Et ce sont des arbitres jeunes qui arbitrent leurs propres camarades. voilà, c'est très bien. Ouais.
Mais je sais pas, ça se voit pas. Et tu devrais être au courant parce qu'au championnat de France UNFS cette année, c'était un collège de Tours qui était en finale. Pas le Tour, de Chambray, les Tours, exactement. Eh ben, tu vois, j'étais pas au courant. C'était à Colomiers, ouais. C'est ça. Comme quoi, je suis pas toute l'actualité. C'est ça. Et c'était de chez nous. Et, oui, ben oui, mais c'est bien. Non, après, voilà, après, il faut trouver le prof de PS qui a envie de s'investir. Mais alors, à chaque fois qu'il y a eu des collèges qui se sont investis, ben, les élèves, ils ont adoré. Hein. Mais après, c'est pas pour autant après qu'il y ait une licence par la suite. Parce qu'il faut voir que la pétanque, c'est pas le sport en premier, c'est souvent le sport qui arrive en deuxième ou en troisième. Peut-être le vendre plus sur un moyen. L'arbitrage est quand même un moyen plus rapide et un peu plus facile pour accéder au haut niveau du sport de la pétanque qui peut aller très vite par Alors, l'arbitrage que par le jeu. on a eu un mode accéléré, et il y en a quelques-uns qui en ont profité, où une fois qu'ils passaient leur arbitre départemental, ils pouvaient passer directement national. On a eu des formations, j'en connais 2 ou 3 jeunes qui ont réussi, et on a quelques jeunes qui sont très bien, mais bon, ils sont pas assez nombreux, qui ont profité de cette formation, on va dire, accélérée, de pouvoir accéder. C'est vrai que même avant, il fallait la départementale, après il faut attendre 5-6 ans avant de passer arbitre de ligue, après encore 5-6 ans avant de passer national. Alors peut-être on s'est dit peut-être qu'il y avait des ponts plus rapides à mettre en place. On tient le surtout si la personne a la capacité et l'envie. C'est dommage de se priver et qu'il attende au moins 15 ans avant de pouvoir arriver arbitre national. C'est vrai. Voilà. Bon. À ce niveau-là, on continue, on a parlé un petit peu de la filière scolaire, tu en as parlé un petit peu, tu es responsable des pétanques jeunes aussi dans le pôle sportif. Au niveau jeune, qu'est-ce qu'il y a fait? Est-ce qu'il y a des filiales scolaires, des filiales universitaires? Comment on développe la pétanque chez les jeunes Alors, les jeunes, au sein de la fédération? c'est compliqué parce que les jeunes, bon, il faut quand même voir que. Alors moi, je suis le contre-exemple parce que je suis pas du tout issu d'un milieu de la pétanque. Et c'est qu'on a quand même une reproduction sociale qui est très forte. C'est-à-dire que on joue à la pétanque parce que son père joue à la pétanque, parce que ses parents jouent à la pétanque, ou son grands-parents jouent à la pétanque. Mais faire venir un jeune qui n'a jamais joué à la pétanque pour lui dire bah, tiens, viens, on va aller jouer à la pétanque, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on dépense énormément de moyens, que ce soit, on a dit, auprès des jeunes, auprès des collèges, auprès des lycées, on essaye de faire plein de choses. On a mis en place des CTFR, donc c'était des conseillers techniques fédéraux régionaux qui sont en charge du développement. Donc, pour des gens, il y en a un en Centre-Val de Loire d'ailleurs, qui sont chargés donc d'un Hugo, non? Il s'appelle Hugo, non? Hugo, il me semble. alors, je sais plus son nom pour ce qui est. Donc voilà, qui sont chargés donc de mettre en place donc la gestion, de mettre en place des écoles de pétanque, de former les éducateurs, parce que bon, il faut que pouvoir dire à un jeune qui arrive dans un club, qu'il puisse être encadré, qu'il puisse avoir des compétitions, qu'on puisse l'occuper, parce qu'il suffit pas de dire il n'y a pas ta licence, après s'il y a rien au bout. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est surtout que, comme vous dites, la pétanque, c'est pas un sport premier. C'est-à-dire que le jeune, il va peut-être jouer au foot, et puis peut-être à la fin de l'année, il va venir jouer à la pétanque. Mais moi, je dis que peut-être que pour récupérer les jeunes, il faut d'abord récupérer les parents qui vont donner l'envie aux enfants de jouer. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Bon, faut savoir que malheureusement, on voudrait avoir beaucoup plus. Ça représente que 5% de nos licenciés, les jeunes. Plus il y a des phénomènes de société. J'entendais encore là au jour là une information, mais qui touche tous les sports, et pas que nous. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans les clubs à 13 à 14 ans, et dès qu'ils avaient un téléphone portable, les adhésions dans le club le baissaient de moitié. Faire passer sa journée à scroller sur son téléphone, à regarder, que plutôt d'aller se dépenser dans un sport, que ce soit la pétanque ou autre. Hein. Et alors nous, c'est vrai que ça nous touche, c'est que 5%, mais quand vous êtes un club de foot, où c'est 90% de votre fonds de commerce, entre parenthèses, ben, ça les touche énormément. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que la société a évolué. Et puis, la pétanque, on avait, si je me souviens bien, dans les années 90, par là, on devait avoir 500 000 licenciés, pas loin. On était à la 3e ou 4e fédération.
chiffres. Alors après, il faut relativiser parce que les 500 000 licenciés, est-ce qu'ils étaient vraiment licenciés? Parce que moi, je me rappelle avoir vendu des licences comme des billets de tombola. Voilà, ouais, mais C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'allais vendre les billets tombola à mes voisins et du coup, le numéro qu'ils avaient, c'était le numéro de leur licence. Quoi. Donc, ils n'avaient jamais joué le pool de leur vie. Quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait pas toutes les contraintes qu'on connaît c'est vrai. actuellement. Donc, après, c'est vrai que lorsque on a commencé à se formatiser, on a vu vraiment véritable nombre. Alors, c'est vrai qu'on s'est abaissé, mais même si là, depuis maintenant une dizaine d'années, ça repart à la hausse, hein, parce que même cette année, on va arriver sûrement proche des 310 000 licenciés. Donc, alors qu'on était descendu bien plus bas, et tous les ans, on a une augmentation de licences. Là. C'est en féminin que ça augmente beaucoup le plus. Alors, en féminin, tout à fait, on a beaucoup de féminines qui se licencient. Et c'est vrai que ça fait partie des nouvelles approches des féminines. Donc, justement, via le championnat des clubs, parce que c'est un format aussi que, par rapport au format des compétitions, maintenant, les gens, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils savent quand ils vont partir jouer, mais ils veulent savoir aussi quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc, ils savent qu'ils vont faire 3 parties, et voilà qu'à 19h, ils sont rentrés chez eux. C'est pas comme nous à l'époque, si ça allait au bout, on finissait à pas d'heure, donc, Par contre, c'était compliqué. Donc là, ils ont un format qui est précis. Ils savent qu'ils peuvent aller jouer, qu'ils vont rentrer au bout de leurs 3 parties. Quoi. quand tu parles des CDC, là, des CNC, par contre, ça a un coût énorme pour les clubs. Hein. Alors bah là, c'est le coup. Mais là, ça c'est que forcément, là, il faut que les clubs se structurent pour pouvoir assumer tout le championnat des clubs. Alors c'est vrai que nous, à la fédération, on a cet historique aussi qu'on insiste beaucoup de bonnes. C'est-à-dire que même là, quand on parle des CNC, ou même où j'ai un budget qui dépasse les 300 000 euros, vous allez dans notre fédération, vous verrez jamais la fédération payer des indemnités au club pour pouvoir faire un championnat. Hein. Ça n'existe pas. Il y a qu'à la pétanque où vous avez même Au rugby, ça existe. Au rugby, ça existe. Au rugby, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs qui touchent de l'argent de la fédération pour pouvoir se déplacer. Hein. Alors, tout dépend dans lesquels, mais peut-être il y a eu des tentatives pour essayer d'amorcer le développement du rugby dans les clubs du Nord, mais c'est à la fédération. Là, c'est énorme ce qu'on peut dépenser. Ouais. Et pour ça, cette structure, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même philosophie. Et il y a des clubs qui se débrouillent très bien, qui font des lotos, des trucs. Moi, j'ai la chance. Mon club, c'est vrai qu'en région parisienne, on fait plein de rencontres d'entreprises où on fait jouer les gens qui viennent là. C'est blindé tout là de juin à septembre. Là, il y a tous les jours, il y a une entreprise qui vient jouer parce que c'est un truc vachement convivial pour les employés, tout ça. Bon, alors, bien sûr, ça nous rapporte un petit peu. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas les moyens, c'est compliqué. Hein. C'est sûr. Bon, Vincent, une autre et la dernière qu'on va aborder de tes responsabilités, parce qu'on c'est vrai qu'on déborde, mais c'est vrai que c'est tellement intéressant. La dynamique sport santé, en fait, parce que rappelle, la pétanque est un sport, un vrai sport, tu l'as déjà parlé assez, et ça rentre dans le sport santé, puisque toutes les fédérations sont d'abord obligées, il me semble, de le faire, et donc, c'est juste nous qui prenons les partenariats. Alors, et justement, quand je parlais en tout début, toi, de l'agrément qui nous est donné, dans l'agrément, il y a justement le développement du sport santé. Et justement, à la fédération, nous avons donc une personne qui s'en occupe, alors qui est pas un élu, hein, qui fait partie donc des gens qui sont fonctionnaires donc auprès du ministère des Sports, donc qui lui est en charge du sport santé. Alors, le sport santé, c'est quoi? Ben, c'est le sport sur ordonnance qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a maintenant des docteurs ou des monde médical qui peuvent vous prescrire de jouer à la pétanque pour favoriser votre rééducation, votre maladie pour que vous soyez plus en forme. Donc, on a des associations de clubs qui s'en occupent. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Au Devant Debout, d'ailleurs, je
pas si c'est un plagiat qui était avant qui se. Ah, je ne savais pas. Non plus, je savais pas. Ici, là, qui travaille avec l'hôpital Saint-Louis, qui il y avait plusieurs hôpitaux de Paris, qui donc, suivant les pathologies, bien sûr, des personnes, lui font faire la pétanque. Et d'ailleurs, en parlant, c'est un petit peu la même chose. Je sais pas si vous avez vu, mais d'ailleurs, ils en ont parlé à la Marseillaise, donc ça fait partie aussi. Mais là, c'est la Fédération internationale qui est à l'initiative. On a maintenant des blessés de guerre ukrainiens. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Des Ukrainiens Il qui, y avait c'était même la présidente de la Fédération ukrainienne qui a été interviewée. voilà, donc qui pour rééduquer les blessés de guerre donc en Ukraine, ils pratiquent la pétanque. Donc c'était pour eux, c'était un moyen de se ressouder entre eux, de retrouver une vie sociétale. Et d'ailleurs, il y avait une équipe qui s'était déplacée à la Marseillaise d'ailleurs. Oui. On l'a vu, ouais. Et c'est vrai que la pétanque a vraiment cette capacité de pouvoir être pratiquée par tous et très facilement et d'avoir cet esprit convivial. Moi, je me souviens comment quand j'étais président de club, j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, là, il y avait eu des gros problèmes chez Orange, là où il y avait eu pas mal de problèmes de gestion du personnel, il y avait pas mal de suicides, je sais pas si vous vous souvenez, tout ça. Et il y avait le CHSCT, donc Comité d'hygiène et sécurité, qui avait prescrit des rencontres de pétanque pour entre employés et employeurs. Donc pendant un mois, j'avais toutes les semaines, j'avais des employés de chez Orange qui venaient au club. Et donc on faisait des parties à la mêlée, donc ça permettait aux gens de se rencontrer, de parler dans un autre cadre que du cadre professionnel, à la fois avec les dirigeants et puis l'employé. Et ça a permis de délier les âmes, de trouver une autre approche via la pétanque. Ouais, d'avoir une autre vie sociale, ouais. Notre vie sociale, et c'est pour ça que la pétanque permet. Et on en a aussi, aussi maintenant, on a beaucoup de rencontres, même au niveau de l'emploi. Même on fait alors c'est de pétanque meeting, je sais pas comment vous appelez ça. Donc on met en relation un chercheur d'emploi avec un employeur, ils font des parties en doublette ou en triplette, et pour mieux se connaître. Donc la pétanque, c'est vraiment un vecteur à la fois donc pour la santé, mais aussi un vecteur social pour trouver des solutions pour certaines personnes. Tu fais carreau, je te donne du boulot. C'est ça, c'est un peu ça. Mais en plus, au départ, ils savent pas, on ne dit pas qui est patron, qui est employé. Et on se retrouve au même niveau avec du coup la mienne. C'est sympa, c'est original, ouais. Ça manque de communication sur ces éléments-là, parce que c'est très intéressant, parce qu'on entend très peu parler. Et oui, Ça pourrait être développé dans tous les clubs de la France, et c'est pas. Je pense que ça manque un petit peu de communication vis-à-vis de ça. Ah ben c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se fait, mais c'est vrai que la pétanque, ça a cette facilité parce qu'on peut y jouer à tout âge. Vous prenez moi-même, je voyais quand j'organisais des team building, ils appellent ça des team building. Vous arrivez, vous avez quelqu'un qui n'a jamais touché une boule de sa vie. Au bout de 3 semaines, elle se prend au jeu. C'est facile à jouer. C'est pas comme si ça allait faire On comprend très vite, ouais, là. de la spéléo, je ne sais quoi. Ben, vous avez 3 boules, vous avez un rond, vous avez un but. Voilà, et puis vous lancez votre boule, et puis voilà. Puis bon, puis ça se fait toujours dans une super ambiance. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça crée du lien, quoi. Ah ben la pétanque, c'est intergénérationnel et puis Et voilà. c'est social et C'est notre avantage, ouais. sont vraiment représentés, hein. Et c'est Voilà. très intéressant pour ça. C'est notre plaisir, ça c'est sûr. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces réponses et tout. Même si on aurait pu aborder encore d'autres sujets, on verra si on te réinvite peut-être. Hein, c'est agréable. Moi, je peux venir tous les mois si vous voulez. Pas de souci, on verra ça. On va finir comme ce qu'on fait d'habitude, un petit questionnaire décalé. Vu que tu n'es pas joueur, j'ai essayé de l'adapter un petit peu. Ah ben c'est beau. Et attends, je précise quand même, j'ai été joueur pendant très longtemps. Je jouais jour et nuit. Alors, C'est pas ton rôle principalement. Thierry au France, mais bon, j'ai eu trois qualifications champion de France. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Mais à une époque, ouais, j'ai joué beaucoup. Au poste pétanque. J'allais te le demander quand même. Je sais bien que tu joues un peu. Moi, j'ai toujours été milieu. Hein. Plutôt milieu dans des bonnes équipes. Alors, bon, c'est tiré, hein, mais j'étais plutôt milieu. Ton plus gros souvenir sur un terrain et ton plus gros fou rire?
ton plus gros souvenir et puis ton plus gros fou rire que tu as eu sur un terrain. Alors moi, c'est qui est étonnant, c'est que moi, c'est que j'adorais faire quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à jouer aux boules. C'était comme j'habitais dans un petit village en Lot-et-Garonne, que j'avais pas très loin d'un camping. Moi, j'adorais faire les concours de camping. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais pas maladroit. Ouais, je jouais même pas trop mal. Et moi, c'était mon kiff de faire gagner des vacanciers. Parce que pour eux, le concours de pétanque qu'on faisait la semaine, pour moi, c'était le Graal quand ils arrivaient à gagner. Donc, pour moi, c'était mon super plaisir. Alors, bien évidemment, ceux qui étaient battus, ils n'étaient pas contents. Mais faire gagner la personne qui jouait deux fois par an, qui venait juste en vacances pour jouer, moi, c'était super. Moi, c'était super marrant. Après, on finissait avec après en buvant un coup, mais c'était ces ambiances-là qui. Pour moi, j'ai commencé comme ça à jouer. Et moi, je trouvais ça super. C'est un très bon souvenir. Et je sais pas, un fou rire ou un moment gênant, quelque chose qui t'est arrivé d'assez spécial sur un terrain, qui aurait une anecdote dans ce style-là. Ah, fou rire, je sais pas, il y a sûrement des parties, oui, ça a dû partir à la rigolade. Ben, alors, j'ai pas vraiment de souvenirs très précis. C'est vrai qu'il y en a eu, il y en a eu un paquet. Moi, je me souviens, une fois, j'ai pas mal joué dans le Lot et je sais que une fois, il y avait un joueur adverse, il était tellement énervé parce que j'arrêtais pas de lui faire des carreaux et il a balancé ses boules dans le Lot qui était à côté, dans la rivière. Donc après, il avait plus de boules à la petite finale. Il dit, j'en ai marre, arrête de me tirer dessus. Donc il avait jeté ses boules dans la rivière. Ton joueur ou ta joueuse préférée, idole Alors, on m'a déjà posé la question. Alors, j'ai pas d'idole préférée. Moi, je trouve que on a des joueurs qui. La pétanque, il faut bien voir que quand on joue bien, tout le monde peut faire un carreau. Et quand même, si vous prenez une boule que vous n'avez jamais joué, que vous tirez la première fois de votre vie, que vous faites un carreau, vous pouvez être le champion du monde, vous ne ferez pas mieux. Sauf que bon, si vous allez répéter 25 fois, ce ne sera pas pareil. Non, après, il y a des joueurs qui ont un charisme. C'est le charisme et puis la personnalité qui fait qu'après, c'est ce qui fait la différence. Mais non, j'ai jamais vraiment eu de joueurs vraiment que j'adorais. Bon, bien sûr, évidemment, j'aime voir bien sûr, les meilleurs parce qu'on se régale. Je disais, là, j'ai vu le week-end dernier à Valréas, ce que j'ai vu, c'est exceptionnel par rapport aux Malgaches. C'était Malgaches, même d'autres joueurs français, là, mais c'était vraiment exceptionnel. Mais non, j'ai pas vraiment de joueurs ou de joueuses qui étaient où j'ai toujours été fan. Justement, alors par rapport à ça, le meilleur joueur star que tu aies battu ou que tu bats assez régulièrement? Alors fan, battre, c'est difficile. Je me souviens d'une partie où j'avais failli battre Kent Choupé. Alors, je me souviens, c'était au National de Libourne à l'époque, qui était un gros national. Sur les quais. Ouais, alors c'était pas sur les quais, alors c'était à l'époque, ils avaient changé de place. Alors c'était rigolo parce qu'il avait fait dans un ancien bourrier. Oui, je me rappelle, j'y étais. Ouais, alors c'était marrant parce que des fois tu tombais sur une fourchette, tu tombais sur un bout de plastique parce que ils avaient nivelé, tu sais, les poubelles, tu sais, donc. Et alors je me souviens, on avait fait une partie. Alors c'est vrai on avait été sévénard avec un partenaire. J'avais perdu 13-11 quand t'es choupé à l'époque. Alors, c'était quand même Ah oui, la référence. ordinaire. Mais bon, on avait perdu, mais un peu plus, on a failli les battre. Dernière question un peu plus drôle pour finir. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer, un calendrier de compétition ou un barbecue de comité? Ah, barbecue, c'est pas mal, ouais, j'aime bien barbecue. Alors, en barbecue de comité, donc on n'en fait pas, mais l'été, là, je suis en vacances, là, on m'a dit, il y a ma belle-mère, mais je t'ai préparé la côte de bœuf, le barbecue, il va être pas mal. Donc, je pense que le barbecue, j'arrive pas mal à le gérer, quoi. Donc, et c'est vrai, ce sera un peu plus facile que le calendrier. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était pour finir sur une note un peu plus drôle. Pour tout le monde, vous pouvez donc retrouver l'émission de Handball donc sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc, on fera une prochaine émission d'ici quelques temps. On va voir si on peut en faire encore, même pendant les vacances. En tout cas, merci à Laurent de nous avoir rejoints pour nous parler de toutes ces choses très intéressantes. Bonne soirée, Laurent. À bientôt.
Ah ouais, mais après, si vous avez des questions, je suis disponible. Si vous avez des interrogations, je suis là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème pour ma Avec prochaine. plaisir. Pas de souci, on garde le numéro. Merci à Franck et à Cyril Merci à d'avoir tous. été avec moi. C'était super. Merci à vous tous. Merci Ouais. et bonne soirée. Bonne Allez, soirée, au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.